Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce grand débat sur l'emploi des jeunes, les reconversions, le chômage de longue durée. Et la question que nous aurons à débattre, c'est comment assurer un emploi à tous. Donc, vaste question, vaste sujet, mais nous aurons donc des intervenants de grande qualité qui vont pouvoir nous aider à progresser. Et je compte bien sûr sur le public qui assiste à ce débat pour poser les questions qui vont renvoyer donc ensuite les sujets et nous permettre d'avancer. Je me présente, donc Jean-Paul Raillard, je suis le président de la Fédération Envie. La Fédération Envie regroupe une cinquantaine d'entreprises d'insertion sur tout le territoire. Et en même temps, comme je tenais à avoir aussi un pied dans le réel, je suis aussi resté donc président d'Envie 44, donc j'ai un pied en Loire-Atlantique également, donc aussi je suis souvent. Donc je suis aussi membre du Conseil de l'inclusion dans l'emploi. C'est pour ça on abordera peut-être les questions d'insertion aussi, je crois, qui sont importantes également sur notamment le chômage de longue durée. Donc je pourrais aussi donc dire un mot là-dessus, en plus d'animer donc les débats. Alors, nous aurons 1h15 de débat, c'est court, mais je crois qu'on va faire les choses de façon dense, et c'est de tirer donc bien sûr la qualité là aussi de ces débats et d'en tirer ensuite quelques conclusions. Vous pourrez avoir ensuite accès au replay donc sans souci dès la fin de cette conférence et très rapidement après si vous avez raté donc quelque chose. Et donc je présente rapidement le sujet, mais avant de présenter ce sujet, je voulais dire que Philippe Frémaux m'avait demandé de l'animer, en disant que c'était un sujet, bien sûr, qui lui tenait à cœur. J'en ai animé un également sur l'économie circulaire aussi, qui m'a demandé d'animer ce matin, mais également lié à l'emploi, comment l'économie circulaire peut justement développer de l'emploi. Là, on est sur une question beaucoup plus générale, sur un emploi pour tous, d'un côté, donc c'est le niveau de l'emploi, et ce sont les catégories, bien sûr, qui peuvent bénéficier de ce retour à l'emploi, ou qui pourront bénéficier de ce retour à l'emploi. On va voir comment. Alors, je voulais dire un mot sur Philippe, que j'ai connu il y a 10 ans, à peu près lorsque j'étais dans d'autres fonctions. Il m'avait attiré vers lui par l'intermédiaire de l'IDIES, sur l'information économique et sociale, sur laquelle j'étais très sensible à ça, il y a très longtemps, en tant qu'ancien prof d'école. Et donc, on était devenus amis là-dessus. Je tenais à souligner peut-être un aspect, chacun dira son mot aussi, s'il le souhaite, un aspect aussi qui a peut-être pas été assez souligné, c'était celui de chef d'entreprise. Il tenait beaucoup à ça. Il tenait beaucoup à ça, qu'il était également un homme d'action et pas simplement un homme de réflexion, et qu'il avait eu quelquefois des décisions à prendre. Il m'avait d'ailleurs malicieusement dit « J'aimerais bien que tu rentres dans le conseil d'administration d'Alterico, parce que si un jour on a des décisions difficiles à prendre, heureusement la situation est rétablie, les choses vont beaucoup mieux. » Et c'est très bien que Jérémy ait pris aussi les commandes et que Christian soit devenu le président du conseil d'administration. Alors, le sujet qui nous occupe, 3 intervenants ici, je vais les présenter très rapidement, après on parlera un petit peu du sujet, puis je passerai très vite la parole au premier d'entre eux ou à la première d'entre elles. Ce qui est important peut-être à noter, c'est qu'on a relativement, comme je le disais, relativement peu de temps, donc on va être obligé un peu de serrer les interventions, de pouvoir passer la parole aussi au public, de faire des allers-retours. Donc vous avez une colonne chat sous les yeux. Là, dans cette colonne chat, on peut dire bonjour comme l'ont fait beaucoup d'entre vous. On peut avoir des remarques, des choses comme ça. Mais lorsque vous avez des questions plus de fond que vous voulez qu'on traite, mettez-les dans la colonne questions à côté, ça sera plus simple. Et on pourra donc surveiller. Moi, sinon, je vais avoir du mal à en même temps avoir un coup d'œil sur le chat et en même temps avoir un coup d'œil sur les questions. Et si on souhaite tout traiter dans 7h15, donc il faut serrer les choses. Voilà, merci beaucoup pour ça. Encore une fois, une pensée aussi pour Philippe. Donc, dans les participants à ce débat, donc il y a Océane Charret-Godard. Océane Charret-Godard, on ne la présente pas pour les habitués des journées de l'économie autrement. Elle nous fait l'amitié aussi d'avoir été présente depuis le début et l'occasion aussi de remercier également la municipalité, bien sûr, Dijon Métropole, qui ont permis toutes ces organisations successives avec le succès que l'on connaît. Océane est vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, également membre, également élu de Nantes Métropole, en charge de la formation, de l'orientation, du dialogue social, donc tous les sujets qui vont nous occuper, du dialogue social, et j'y rajouterai également territorial et des mutations économiques.
avec des attributions un peu parallèles, je crois, donc aussi à Dijon Métropole, ainsi qu'à la municipalité donc, de Dijon. Donc on a une spécialiste locale vraiment des politiques d'emploi et régionales. On verra donc comment activer aussi tous les leviers donc, à ce niveau-là. Laurent, lui, on ne le présente pas non plus. Là, je vais faire qu'à des personnalités très en vue aujourd'hui. Donc, directeur général adjoint du groupe New Life Freeland. Vous êtes entrepreneur, finalement. Vous êtes aussi, donc, on vous connaît beaucoup, bien sûr, en tant que président bénévole. Vous tenez à votre titre de bénévole, je crois. Pour Territoire Zéro Chômeur, on parlera bien sûr de cette expérimentation, donc c'est essentiel, naturellement. Les résultats qu'elle produit, l'extension, etc. Laurent nous parlera de tout ça. Vous êtes aussi un ancien député de la Côte d'Or, donc on est entre amis de la Bourgogne ici. Et puis Aurore Laluc, que l'on ne présente pas non plus, économiste de formation, députée européenne, femme politique, cofondatrice de l'Institut Veblen, les titres s'accumulent. Elle est là aussi en tant que députée européenne, bien sûr, pour nous montrer un peu tout ce qui se discute au niveau de l'Europe, naturellement, tout ce qui peut se discuter aussi des deux côtés de l'Atlantique. Je pense que ça sera intéressant aussi d'aborder cette question-là. Puisqu'Aurore aussi est en relation justement avec tout un mouvement aussi outre-Atlantique qui s'occupe des questions du Green Deal. Et donc ce fameux Green Deal aussi, qu'est-ce qu'il peut produire également. Voilà, pour chacun de vous aurez l'occasion d'être de dire un mot lorsque je vous passerai la parole, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le sujet, un sujet naturellement très actuel, je le fais très rapidement, on est donc sur la question générale de l'emploi. On est face à une grave crise économique. Cette grave crise économique, naturellement, elle a plusieurs aspects. Elle a des aspects qui sont structurels. Il y a la crise écologique, naturellement, qui nous traverse depuis déjà de nombreuses dizaines d'années. Certains avaient tiré la sonnette d'alarme très tôt, mais on ne les a pas beaucoup entendus. Maintenant, les aspects donc, sont, enfin, les conséquences sont gravissimes, bien sûr, si on ne fait pas quelque chose. Il y a les aspects, donc, bien sûr, qui sont aussi conjoncturels, qui sont liés à la crise sanitaire, à cette crise sanitaire qui s'est traduite par une crise économique donc lourde, profonde. Également, on commence à sortir tout juste du deuxième confinement avec des conséquences qui sont graves. Je le vois bien, moi, dans mes entreprises, donc naturellement, c'est difficile aussi. Des conséquences multiples, donc une montée aussi en parallèle qui est probablement structurelle et pas simplement conjoncturelle, une montée en parallèle des inégalités. On s'aperçoit que ces inégalités s'agrandissent très fortement depuis de nombreuses années. Le libéralisme à outrance et autres a conduit donc ces dérives-là, et donc de plus en plus de personnes se trouvent rejetées justement des voies traditionnelles donc, de l'emploi. Donc, il y a tout un tas de catégories qui sont frappées donc, en premier. On a parlé beaucoup des jeunes, naturellement, 700 000 jeunes par année, moins 700 000 jeunes par année, de cohorte qui arrivent sur le marché du travail. Donc, comment faire aussi pour trouver donc, un emploi. Il y a des solutions qui sont mises en place, on en discutera également. Il y a bien sûr toutes les défaillances d'entreprises, tous les plans sociaux qui sont annoncés déjà, qui se préparent. Je sais, moi, de par mes anciennes fonctions, qu'il y a souvent des effets d'aubaine là-dedans, mais il y a aussi un mouvement profond aussi qui va se dessiner également, donc des personnes qui perdront leur emploi là-dessus. Donc la question naturellement de la formation sera examinée. Et puis les dernières prévisions montrent qu'il y a probablement donc 175 000 emplois menacés en 2021, suivant une dernière étude de l'OFCE qui était en. Et puis pendant ce temps-là, il y a le chômage de longue durée, qui ne faiblit pas. On sait qu'il frappe justement les catégories donc déjà de personnes relativement âgées, des catégories aussi beaucoup de personnes qui ont relativement peu de formation. Donc des solutions existent également, sont expérimentées. Laurent pourra en parler, mais pas que Laurent, Océane et Aurore donc également. Donc il y a une prise en compte, il y a une prise de conscience certainement de la gravité de la situation, puisqu'il y a des plans massifs qui sont mis en place. On parlera bien sûr avec Aurore du plan au niveau donc, de la Commission européenne, au niveau de l'Europe, où il en est. Je sais qu'Aurore a déjà été interrogée donc, hier aussi là-dessus, mais ça serait intéressant qu'elle redise un mot donc, également. Le fameux Green Deal, etc., le plan de relance, les dispositifs qu'on a mis en place sur un jeune, une solution aussi, sont des dispositifs assez massifs, donc également importantes. J'y ai participé au niveau du Conseil de l'inclusion. Donc il y a des politiques, il y a une prise de conscience aussi, il va falloir voir aussi si ces politiques donc, vont être suffisantes également pour non seulement retrouver donc, un niveau d'avant-crise, mais surtout aussi pour traiter la question de la crise sociale des inégalités, la question de la crise écologique. Donc, dans ces conditions, comment assurer un emploi pour tous, c'est un challenge, naturellement, et un défi
et on va tenter d'y apporter quelques pierres aussi pour gravir quelques marches également. Hein. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre présence et puis du nombre public. Je sais qu'il y a 176 personnes qui sont inscrites, on ne les a pas encore tout à fait à l'écran, mais il y a déjà donc une bonne soixantaine de personnes, donc ça va venir. Alors, je propose que Océane, vous démarriez donc cette table ronde par votre vision vraiment de la situation que vous voyez donc telle que vous la voyez donc en Bourgogne, et surtout je trouve que dans cette table ronde c'est intéressant de faire des allers-retours entre la vision globale qu'on peut avoir, le fameux pensée globale, et également l'action locale qu'on peut avoir sur comment on peut appuyer sur les différents leviers pour pouvoir donc trouver des solutions. Donc là, ici, quelles sont les priorités que se donne le Conseil régional? Quelles sont les priorités que se donne aussi Dijon Métropole? Je sais qu'il y a beaucoup de leviers à disposition sur la formation, justement, sur les leviers économiques, qui sont l'attribution des régions, sur la localisation des entreprises également, qui sont des points aussi qui peuvent être importants. Océane, je vous passe la parole. Merci Jean-Paul. Ça va, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, on y va. Bien, bonjour à tout le monde. C'est toujours un exercice un peu particulier quand même de s'exprimer sans… Heureusement, je vois vos trois autres, je vois vos regards à vous, mais pas voir toutes les personnes à qui on s'adresse, c'est toujours particulier. Et puis, je crois que c'est surtout particulier, mais Jean-Paul, vous en avez parlé, et je voudrais juste en dire un mot très rapidement, mais même si ça devrait prendre un peu plus de temps. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions aujourd'hui, enfin, pour ma part, de plaisir, mais d'émotion, parce qu'on a travaillé avec Philippe depuis toutes ces années, et je crois qu'il nous laisse un beau cadeau avec ces journées de l'économie autrement, qui ont beaucoup de sens, en tout cas, non seulement dans la période avec la période que nous traversons, mais je sais il y a un chemin qui se trace aussi pour les années à venir. Donc, pensée émue et reconnaissante pour Philippe. Et puis, c'est un joli cadeau aussi que de nous avoir rassemblés tous les quatre sur cette table ronde. Pour effectivement poursuivre sur cette thématique, sur l'emploi des jeunes, la reconversion, le chômage de longue durée, comment assurer un emploi à tous. Et pour rester aussi dans le chemin tracé par Philippe, parce que Philippe, c'était aussi de la provocation, c'était aussi l'esprit critique, c'était aussi de la malice. Et permettez-moi justement peut-être de ne pas répondre directement à cette question par une réponse toute faite, mais plutôt d'y répondre par une question. Et moi, je m'interroge toujours quand j'entends parler de comment est-ce qu'on assure un emploi à tout le monde, comment est-ce qu'on répond au chômage de masse, comment peut-on assurer le plein emploi. J'ai toujours beaucoup d'interrogations sur ces questions parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas, on peut peut-être plus assurer un emploi, on peut peut-être davantage assurer un revenu à tous plutôt qu'un emploi. Et ça, je pense que Aurore et Laurent en parleront tout à l'heure, mais ça me paraît important quand même dans la période actuelle de revenir un petit peu et de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Et c'est vrai que quand on parle de chômage, moi, ça fait écho à la dimension aussi, à la démographie aussi et à l'augmentation du nombre de personnes sur cette planète. Et comme si le chômage, je me dis peut-être qu'il serait d'abord le reflet d'une démographie dynamique, et donc forcément, ça a des incidences sur le nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail. Quand on voit qu'en 1950, il y avait un peu plus de 2,5 milliards de personnes sur cette planète, qu'aujourd'hui nous sommes un peu plus de 7 milliards sur cette planète, 7 milliards et demi, et puis qu'en 2050 il y aura un peu moins de 10 milliards de femmes et d'hommes sur cette planète, dont les ressources, on le sait plus que jamais, sont finies. C'est vrai que ça interpelle aussi sur la question de l'emploi. Et puis il y a une autre dimension qui est intéressante d'ailleurs, c'est Jean Viard qui en parle très très bien dans son ouvrage sur les mobilités. En 1950, on vivait en moyenne 600 000 heures pour un temps de travail de 120 000 heures. Aujourd'hui, on vit en moyenne 700 000 heures pour un temps de travail moyen de 67 000 heures. Donc, on voit bien que là aussi, il y a quand même une évolution qui est extrêmement importante. Tout cela dans un contexte
de marché du travail, de mutation économique, de compétences, ça va extrêmement vite. Alors, on ne va pas revenir, mais on a bien conscience des effets de la révolution numérique, là, avec tout ce qui se passe d'un point de vue environnemental aussi, la nécessité aussi d'adapter les métiers, les compétences aux transitions énergétiques, environnementales, etc. Et bien évidemment qu'il y a un marché du travail qui est complètement différent et structuré et qui est extrêmement tendu comparativement à il y a 15 ou 20 ans où les voies professionnelles étaient tracées. On avait son CDI, c'était tracé jusqu'au départ en retraite, je caricature, mais c'était quand même globalement ça. Une fois qu'on choisissait son métier, on savait qu'on avait probablement le même pour toute sa vie. Or, là, voilà, on va occuper probablement une dizaine de métiers dans sa vie professionnelle. Et puis, je crois que ça répond aussi à une volonté, et en tout cas un rapport au travail que les jeunes, notamment, peuvent avoir, où il n'y a pas forcément la volonté d'avoir le même job, un CDI, où tout est tracé. Je crois qu'il y a plusieurs causes, en tout cas, qui se traduisent dans notre société. Et quand on regarde aussi le mode d'accès à l'emploi, le CDI, c'est à peu près 10% des embauches. L'intérim, c'est à peu près 50% des embauches. Et le CDD, c'est à peu près 40% des embauches. Quand on regarde d'ailleurs l'année dernière, je crois Pôle emploi avait cette étude-là, 30% des CDD ont une durée inférieure à une journée. Tout cela dans un contexte aussi, et là je rejoins complètement l'intitulé de cette table ronde et ce pourquoi aussi nous sommes tous en action au quotidien, à savoir qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour les personnes qui sont enfermées dans le chômage. Un demandeur d'emploi sur 2 a plus de 12 mois de chômage, un sur 4 plus de 24 mois de chômage. Il y a un enfermement dans le chômage, c'est évident. Et c'est vrai que ça interroge évidemment toutes les actions mener l'action publique menée. Et c'est là où moi je perçois une espèce c'est peut-être un peu exagéré, mais allons-y, c'est les journées de l'économie autrement. Et puis, mais pour moi, il y a une espèce de schizophrénie en fait. Il y a une espèce de schizophrénie où on a souvent, les politiques publiques ont une entrée baisse du chômage avec des dispositifs mis en place pour... alors ça, on en a des dispositifs, il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour essayer de faire baisser le chômage, mais qui, je trouve, ne tiennent pas compte forcément, nécessairement, d'une réalité économique, des mutations économiques, d'une réalité du marché du travail. Et de la manière dont il est structuré, ce marché du travail. Et je crois que ça, c'est important en tout cas, et ça me paraît important d'en tenir compte pour apporter des réponses pragmatiques aussi et humaines, évidemment, à cette situation que nous traversons. Ce qui m'amène à cette deuxième... Jean-Paul, vous n'hésitez pas, vous me faites un signe, je ne regarde pas le temps, vous, voilà, vous me dites. Hein, deuxième partie sur effectivement peut-être de manière un petit peu plus concrète sur la manière en tout cas dont je jouerai mon rôle de maître du temps. L'approche que nous avons en Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, puisque vous l'avez dit, je suis élue à Dijon sur les questions d'emploi, mais également en Bourgogne-Franche-Comté sur les questions de formation, d'orientation, de transition professionnelle et de mutation économique. C'est vrai qu'on a une entrée et la volonté, c'est vraiment d'apporter des réponses politiques, pragmatiques et humaines. Et au cœur de l'action de la région sur le volet formation sont vraiment les publics pas ou peu qualifiés, éloignés de l'emploi. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est tout le sens de l'action qui est menée. Et justement, je parlais de ce pragmatisme-là, la manière dont on a conçu en fait la politique formation de la région Bourgogne-Franche-Comté, s'apparente à une fusée à plusieurs étages. L'idée étant de sortir de ces silos où on a encore, je le trouve, trop tendance à concevoir l'emploi d'un côté, déconnecté de la formation, de l'insertion, le développement économique de l'autre côté, comme si ce serait quelque chose à part entière. Or, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une forme de continuum et d'avoir du sens dans cette politique formation. Et donc, on l'a pensé comme une fusée à plusieurs étages, avec au premier étage la question du sourcing. Comment est-ce qu'on va, parce que y a les personnes qui sont effectivement enfermées dans le chômage, mais qui restent malgré tout
en connexion avec des dispositifs de droit commun, qui restent dans l'accompagnement, dans des circuits, j'ai envie de dire, classiques, mais il y a énormément de personnes qui sont hors circuit, des jeunes notamment. Comment est-ce qu'on va chercher et capter et donner envie à ces femmes et ces hommes de se remettre en mouvement, de reprendre conscience, de se reconnecter à leurs compétences, etc. Donc la question du sourcing. Deuxième étage de notre fusée de la formation régionale, il y a la question de la commande publique. Comment est-ce que, parce que c'est bien beau aussi en tant que collectivité de dire, d'avoir des injonctions aussi auprès des acteurs de la formation, de l'emploi, d'être commanditaire aussi et d'acheter de la formation avec des cahiers des charges bien clairs et bien prescrits. Mais comment est-ce que nos propres organisations aussi, y compris collectivités, se réinterrogent aussi aujourd'hui avec tous les enjeux dont on a parlé tout à l'heure, notamment du marché du travail et des limitations économiques, comment est-ce qu'on reconsidère et on réinterroge aussi la manière d'acheter de la formation. Troisième étage de notre fusée, c'est, moi je m'étais aperçue de ça il y a un petit moment et ça me tenait à cœur aussi de l'intégrer dans notre manière de concevoir la formation en région. Je me suis aperçue que dans les territoires, il y avait énormément d'initiatives, de dynamiques, de coopération qui se mettaient en place entre des acteurs formation, je le fais court, des acteurs de la formation, de l'emploi, de l'insertion et des acteurs économiques. Il y a des dynamiques, des innovations qui se mettent en place. Or, elles ne durent pas assez dans le temps pour qu'elles s'intègrent et qu'elles s'ancrent dans les territoires et que ça devienne structurel. Pourquoi? Parce qu'il y a une réforme qui tombe, parce que chacun peut être repris aussi dans ses propres organisations. Ce sont aussi des employeurs, il y a des propres contraintes économiques, etc. Donc finalement, ces initiatives retombent et là, l'idée étant de donner du temps aussi pour que ces initiatives, ces énergies, eh bien, perdurent dans le temps et qu'on les accompagne pour que ça devienne aussi structurel et qu'il y ait des nouvelles formes d'organisation territoriale qui s'ancrent sur ces sujets économie, emploi, formation. La quatrième fusée de notre étage, c'est l'innovation pédagogique, parce que, alors c'est très simpliste ce que je vais dire, mais on ne forme plus, et si on veut attirer aussi des jeunes notamment, mais pas que, parce que j'estime que je suis plus complètement jeune, encore moins depuis quelques jours, mais néanmoins, je sais qu'on me dirait d'aller me former dans une salle pendant 8 heures assise, je crois que je ne ferai pas plus d'une journée, et je pense qu'il y a cette dimension-là aussi, de rendre un petit peu sexy, pardon de l'expression, l'appareil de formation, le développement des compétences, et donc il y a eu vraiment un énorme travail aussi pour inciter et challenger un peu les organismes de formation eh bien, à innover pédagogiquement, à proposer d'autres formes de formation et notamment pour intégrer la question des compétences sociales, extrêmement importante aussi et recherchée par les entreprises. Toutes ces soft skills, hein, un peu techno, mais enfin, voilà, ces compétences sociales, ces savoir-être aussi. Et puis enfin, la cinquième étage de la fusée, c'est la question de la prospective, donc les métiers de demain, comment est-ce que on anticipe aussi, on forme, on adapte aussi aux compétences et aux métiers de demain, parce qu'on sait très bien que, voilà, je crois que c'est en 2030 à peu près, il y aura peut-être 70% des métiers qui embaucheront qui n'existent pas encore, et donc on doit avoir aussi cette adaptation-là. Tout cela dans une méthode aussi extrêmement coopérative. Moi, je voulais pas qu'on construise notre feuille de route en chambre entre nous, voilà, et qu'il n'y ait pas du tout, et qu'on n'associe pas les acteurs économiques, les partenaires sociaux, les acteurs de la formation, de l'emploi, de l'insertion. Donc, il y a eu tout des groupes de travail qui se sont lancés, et d'ailleurs que nous continuons avec une évaluation embarquée aussi tout au long du mandat. Et ce qui nous a permis, et je vais terminer, vous me dites, il reste quoi? Combien de temps à peu près? Je ne vous entends pas, Jean-Paul. Il vous reste à peu près 1 minute. 1 minute, waouh! Oui, j'en prendrai 2 minutes, vous effectivement. C'est Laurent qui parle après, il est synthétique, Laurent. Il est percutant. Et donc, parmi peut-être vous donner quelques actions et ce que nous avons mis en place au regard de toute cette feuille de route, il y a la question de la rémunération des stagiaires qui nous semblait extrêmement importante, c'est-à-dire que c'est bien beau là aussi d'innover pédagogiquement, et d'ailleurs ce sont les organismes de formation qui nous l'ont fait remonter
je me souviens au tout début où on a lancé ce travail en disant mais Océane, c'est bien beau de nous dire il faut innover, il faut nous challenger, il faut qu'on fasse plein de choses. Il y a quand même le sujet de la rémunération, c'est-à-dire que depuis, je crois, les années 2000, dès lors qu'un demandeur d'emploi entre en formation, eh bien, et pour prendre l'exemple des bénéficiaires du RSA, on leur dit d'aller sur des formations et ils touchent moins en étant stagiaires de la formation professionnelle qu'en étant bénéficiaires du RSA. Donc, il y avait quand même certaines incohérences que nous avons, en tout cas, nous avons tenté de lever et on a triplé la rémunération pour les jeunes, doublé la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, tripler les aides à la mobilité également, et puis ajouter un forfait de 200 euros dès lors que la personne part en formation pour pallier aux frais de garde d'enfants, etc. etc. Simplifier, la question aussi de la simplification et de l'accès à la formation. Avant, dès lors qu'une personne avait son projet, souhaitait partir en formation, il se passait à peu près 2, 3, 4 mois avec tous les circuits administratifs. Là, aujourd'hui, il y a des protocoles d'accord avec les départements et avec les prescripteurs dans les territoires pour qu'ils puissent justement prescrire, orienter directement sur les formations de la région. Je ne vais pas être plus longue, parce que je sens, mais je veux aller juste un dernier point parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément et qui peut justement être en complément aussi de ce dont Laurent va parler sur Territoire Zéro Chômeur de longue durée. C'est une proposition et c'est une expérimentation qu'on essaie de porter et qu'on a proposé d'ailleurs au niveau national et qu'on essaie de porter en région. C'est justement au regard de ce que je disais sur des publics enfermés dans le chômage qui, au regard du marché du travail, vont de CDD en CDD, s'épuisent aussi. Je parle de surfeurs du marché du travail, où une fois qu'on a terminé un CDD, il faut se remettre en route, repartir sur un CDD, parfois court, etc. Et l'idée, c'était de proposer un contrat à durée déterminée, un contrat rebond, un CDD rebond, qui sécurise pendant 12 mois la personne sur la base d'un SMIC. Il y a une rémunération aussi qui est assurée pendant une année, où les personnes, justement, on remobilise les intermédiaires de l'emploi avec justement les périodes entre deux CDD, et bien, où les personnes peuvent être accompagnées, coachées. On utilise aussi bien évidemment la formation pour développer les compétences, avec vraiment un objectif de remettre les gens en mouvement et de sécuriser une période voilà, c'est une période un petit peu tremplin, rebond aussi, et qui répond aussi aux besoins, aux emplois existants du marché du travail. C'est là où on peut être complémentaire aussi, où nous, vraiment, on se base sur les emplois existants et on essaie de construire la sécurisation et de sécuriser les parcours professionnels sur la base d'emplois existants. Voilà, je ne suis pas plus longue, je m'arrête là et je vous remercie. Merci Océane. Avant de passer la parole à Laurent, là très vite, il y a déjà les premières questions qui arrivent, qui sont liées aux interventions des uns et des autres. Des questions qui portent sur le revenu universel. Alors on ne va pas parler de revenu universel ici. Je n'entends pas. Quelques questions peut-être. Je n'entends pas Jean-Paul. Pardon? Bon. Non, juste des questions, on va le voir donc sur l'aspect, donc vous m'entendez là? Oui. Des questions qui portent sur les aspects, donc justement structure du marché du travail et aussi par rapport à ce que disait Océane, c'est-à-dire donc il y a des professions, si on n'arrive pas à recruter, j'en suis témoin donc également, les transports routiers par exemple, on a beaucoup de camions, on a du mal à trouver donc des chauffeurs routiers. Donc, c'est cette adéquation, donc également quelque chose d'important aussi. Et puis, on repose la question aussi, naturellement, du temps de travail aussi. Est-ce que la solution de la réduction du temps de travail reste une solution moderne? Je l'ai beaucoup expérimenté, moi, il y a quelques années, mais est-ce que ça reste aussi une question donc, aussi persistante, si je puis dire? Laurent, je vous passe la parole. Il y a naturellement tous les aspects, bien sûr, de territoire zéro chômeur. J'avais été interrogé ce matin, donc j'ai renvoyé vers le débat de cet après-midi. Mais c'est une question qui tient au cœur de tout le monde aussi. Comment, par territoire zéro chômeur, on arrive à remobiliser une population qui était très éloignée de l'emploi pour un coût tout à fait modeste. Alors, vous avez votre... Voilà. Oui, voilà. Merci d'abord pour cette invitation. Et puis, bien entendu, comme tous les participants aujourd'hui, j'ai une pensée pour Philippe. Et c'est d'autant plus que chaque année, on avait de longs échanges en préparation de cette journée, qu'il soutenait bien sûr l'expérimentation. Voilà. Donc on continue le combat. Voilà, il en menait de nombreux.
Et c'était un de ces combats. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, de crise sanitaire, il est temps de faire appel un peu aux imaginaires. Voilà. Alors là, nous sommes dans un espace numérique, par nature dématérialisé, mais si on fait un peu appel à notre imaginaire et que nous nous retrouvions tous aujourd'hui à Dijon, sur cette belle terre de Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, nous serions sur la terre de Proudhon, de Fourier, de Considérant, de Ledoux, voilà, et de bien d'autres, Gustave Courbet, de bien d'autres, on va dire, personnalités empreintes à la fois de liberté, voilà, et puis je dirais d'une forme d'impertinence, parce que cette terre de Bourgogne-Franche-Comté, c'est une terre d'impertinence. Nous avons fait appel dans l'histoire aux imaginaires, et nous avons tenté, à de nombreuses reprises, d'expérimenter, voilà, de différentes façons. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a un peu de fatalisme dans l'air, vous voyez, dans ce que j'entends, dans cette forme de défaitisme, de se dire que, bon, finalement, nous sommes dans des temps difficiles et que ça va être très compliqué de trouver des solutions pour chacun et de pouvoir inventer des solutions massives. Et donc, on fait un peu appel à ce que j'appelle un peu le solutionnisme, vous savez, ces micro-solutions qui sont des pansements. En fait, ce qu'il faut, c'est être, je crois, offensif. Donc, de quoi s'agit-il aujourd'hui dans la période que nous vivons? Il s'agit à la fois de changer l'ordre social et de changer l'ordre économique. Il s'agit de concilier la question écologique et la question sociale. Il s'agit bien sûr de faire dans les territoires, en s'appuyant sur des fondamentaux, des lois de la République, et sur un État qui soit facilitateur, bien entendu. Mais je crois que c'est la voie qu'on doit écrire. Et il y a dans cette période les jeunes, voilà, les jeunes qui sont confrontés au chômage et qui n'ont pas de solution immédiate. Donc on doit avoir, je crois, deux grands défis à relever. Le premier, c'est la question de l'assistance. Quand je dis l'assistance, vous savez, c'était la grande idée de la Révolution française portée par le comité de mendicité. Il s'agit bien de faire en sorte de garantir la liberté aux femmes et aux hommes en leur assurant les conditions d'existence, c'est-à-dire un emploi, un logement et un savoir. Pour ce faire, eh bien, il faut s'adresser aux jeunes comme au reste de la population, et il n'est pas admissible que les jeunes n'aient pas les mêmes droits que les autres. Ce n'est pas parce qu'on a moins de 25 ans qu'on n'aurait pas le droit d'avoir accès à un revenu minimum, parce qu'il y aurait finalement une incitation à ne pas agir et à ne pas travailler à travers l'aide qui serait versée à ces jeunes. Donc d'abord, on doit, je crois, s'indigner face à cette situation et en quelque sorte défendre des mesures qui visent les jeunes, non pas seulement dans le travail, mais qui visent à les aider à garantir leurs conditions d'existence. Ça me semble indispensable. Moi, en tout cas, je suis indigné par cette situation. Ça me révolte que de voir des discours passifs, voilà, qui consistent à dire, mais écoutez, on va quand même pas distribuer un revenu minimum à des jeunes, ils ont qu'à se débrouiller par eux-mêmes, ils vont travailler. Voilà. Eh bien non. Donc il y a bien une première jambe sur laquelle il faut marcher, c'est la question de l'assistance. Puis après, il y a la question du travail. Alors quand je dis la question du travail, Territoire zéro chômeur longue durée est une expérimentation qui vise à éradiquer le chômage longue durée. Nous ne visons pas à appliquer un pansement sur la société. Nous visons bien à éradiquer le chômage longue durée dans les territoires dans lesquels nous expérimentons. Nous l'avons déjà éradiqué quasiment, on va dire, dans 3 des 10 territoires que sont Pipriac en Ille-et-Vilaine, Mauléon dans les Deux-Sèvres et Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Quand je dis quasiment, c'est qu'on continue à faire un travail pour identifier les personnes qui ne sont ni référencées à la CNAF pour le RSA, ni à Pôle emploi dans le cadre d'une recherche d'emploi, parce qu'il y a beaucoup d'invisibles. D'ailleurs, c'est un mot, je dirais, très techno, bureaucratique, hein, les invisibles. En fait, quand on pose la question aux personnes, elles ne disent pas « je suis invisible ». Elles disent « je suis… » En fait, on m'ignore. Je suis ignoré des institutions. Voilà. Donc, les ignorés des institutions, eh bien, nous nous adressons à eux. Et donc, territoire zéro chômage longue durée, ça ne sera jamais une expérimentation qui visera à rentrer dans l'ordre des choses. Voilà. Parce que quand on vise à garantir le droit au travail, c'est-à-dire là, c'est l'idée des révolutionnaires de 1848. Je vous rappelle que les ouvriers en 1848 manifestaient pour demander un ministère du Travail que nous avons, mais ils avaient ajouté un ministère du Travail et du Progrès. Ça, on l'a peut-être oublié. Eh bien, dans Territoire zéro chômeur, on vise bien l'exhaustivité, on vise bien à créer des activités nouvelles qui n'existent pas. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, nous développons essentiellement des activités dans le domaine de la transition écologique,
de l'économie circulaire, de ce qu'on peut appeler la sécurité alimentaire, c'est-à-dire le maraîchage, les circuits courts et donc la permaculture. Et nous visons aussi à développer des services à la personne qui, souvent, ont reculé dans les territoires. Alors, nous ne sommes pas, parce que, vous savez, les esprits étriqués ont tendance à nous opposer à l'insertion, par exemple. Nous ne sommes pas opposés à l'insertion. Les acteurs de l'insertion peuvent porter des entreprises à but d'emploi pour viser justement cette exhaustivité, ce droit à l'emploi pour tous. Donc on a d'ailleurs dans certains territoires, je pense à Thiers, dans le Puy-de-Dôme récemment, créé une entreprise à but d'emploi en s'appuyant sur un chantier d'insertion. Donc nous n'avons pas d'adversaires, au contraire, on construit des ponts, vous voyez, pas des murs entre les acteurs. Donc on essaie de rassembler le maximum d'acteurs dans des comités locaux que nous avons créés dans les territoires, avec les acteurs privés, les acteurs publics, les élus locaux, dont on a bien sûr besoin, comme le disait Océane, par rapport aux actions qui sont portées dans les régions, dans les départements, dans les communes, les députés, les parlementaires, nationaux et européens, bien évidemment. Et nous avons besoin de tous ces acteurs, mais nous avons besoin surtout des premières personnes concernées par l'expérimentation, c'est-à-dire les personnes privées durablement d'emploi. Il n'est pas concevable aujourd'hui de penser à 4 autour d'une table des dispositifs inopérants, bureaucratiques, inapplicables, quelque part, parce que, en fait, penser ces dispositifs à 4 autour d'une table, c'est totalement oublier, justement, les premières personnes concernées par les projets, et ce sont les personnes qui doivent participer à bâtir les projets. Donc, dans Territoire Zéro Chômage de longue durée, les personnes qui sont les personnes donc privées durablement d'emploi participent dès le départ à l'élaboration du projet, c'est-à-dire à l'identification des activités que l'on va développer. Ça, c'est aussi très important. On ne fait pas un projet pour des personnes, on fait un projet avec les personnes. Et cette idée, d'ailleurs, portée par ATD Quart Monde, ou le Secours catholique, ou Emmaüs France, ou le Pacte civique, ou la Fédération des acteurs de la solidarité, je pourrais en citer de nombreux, voilà, s'inscrit dans vraiment dans cette épure, et c'est très important de ne pas l'oublier, car j'ai moi-même été élu dans une autre vie. Combien de dispositifs j'ai voté, portés, qui n'ont pas produit d'effet, parce que finalement, ils n'étaient créés que dans des espaces bureaucratiques, et donc ils ne visaient pas à associer les personnes. Ça, c'est très important aussi. Donc voilà Territoire Zéro Chômage de longue durée, finalement, c'est une solution. Nous, on ne détient pas la vérité à nous seuls. Aujourd'hui, il y a 10 territoires d'expérimentation. Demain, il y en aura au minimum 50, puisque ce lundi-là, la loi va être votée définitivement à l'Assemblée nationale, après avoir été votée aussi au Sénat, donc elle sera votée définitivement. Il y aura au minimum 50 nouveaux territoires. En France, il y a 120, maintenant, je dirais même, il faut que j'actualise aussi mes chiffres, puisque on m'a dit hier que c'était 133 nouveaux projets qui se préparent dans toutes les régions de France. Et donc, on a une belle dynamique qui est en train de se créer. Et je dis en France, parce qu'en Europe aussi, d'autres États se mobilisent, et en particulier nos amis belges à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles, visent à expérimenter Territoire Zéro Chômage de longue durée, avec le soutien de tous les partenaires sociaux, et en particulier avec des économistes comme Isabelle Ferreras, que doit bien connaître Aurore, et donc avec le soutien de Madame Tcherniva aussi, qui est aux États-Unis, qui porte la garantie d'emploi pour tous, et qui dit d'ailleurs elle-même que Territoire Zéro Chômage de longue durée, finalement, est potentiellement une incarnation de cette garantie d'emploi pour tous. Vous voyez ? Donc tout se relie, voilà, tout est lié finalement. Et moi, vous savez, j'ai plaisir à voir toutes ces personnes qui aujourd'hui, dans les 10 territoires d'expérimentation, ont retrouvé un emploi, une dignité, elles le disent elles-mêmes, une reconnaissance, voilà, un sens, parce qu'en fait, on produit quelque chose qui est utile à son territoire et à la société. Quand j'agis pour l'écologie, j'agis pour les générations présentes, futures, j'agis pour mon territoire. Voilà, il y a plein de choses vraiment très utiles. Et en plus, on crée ce qu'on appelle des supply chains de proximité, c'est-à-dire des chaînes logistiques également de proximité qui répondent à des besoins locaux. Dans un temps où on dit justement évitons les déplacements inutiles et répondons aux besoins locaux par des productions locales, par des services locaux. Ça ne veut pas dire qu'on va s'enfermer dans son territoire, hein, mais au contraire s'ouvrir aussi sur les autres. Il y a des échanges et beaucoup de choses avancent. Donc voilà où nous en sommes, nous, de l'expérimentation. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons aussi, hein, c'est important de le dire. Tout n'est pas parfait. Nous avons parfois des personnes qui nécessitent un accompagnement beaucoup plus important de par des fragilités qui se sont développées voilà, avant
Et ce n'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas toujours dans le territoire les acteurs locaux pour accompagner. Je prends un exemple concret. Dans certains territoires où nous sommes à l'exhaustivité, nous voyons aussi des personnes qui ont par exemple des maladies psychiques, qui ne sont pas encore rentrées dans le territoire zéro chômage longue durée, qui n'étaient pas volontaires mais qui le deviennent par le travail que nous faisons avec elles. Et on n'a pas toujours un comité de santé mentale local pour les accompagner avec des acteurs locaux. Et donc, c'est un élément que nous avons identifié comme étant un élément aussi complexe. Parfois aussi, dans les collectifs de travail, il peut y avoir des tensions, hein, parce que vous avez des personnes qui viennent de différents horizons, de différents parcours, et il peut y avoir des tensions à gérer. Donc, on met en place et on développe aujourd'hui du management inclusif. De même que nous développons des formations, ce qu'on appelle le reskilling, sur des métiers différents, car auparavant, j'ai pu, par exemple, travailler dans des services à la personne. Dans Territoire Zéro Chômeur, j'ai envie, parce qu'on fait appel aux envies des personnes, j'ai envie de travailler sur le maraîchage. Et comment on forme cette personne à faire du maraîchage? Donc, on la forme sur un métier totalement différent de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Voilà. Alors, je dirais aussi que dans les difficultés que l'on peut pointer, il y a la question de cette tension entre l'exhaustivité, la recherche d'une exhaustivité, et puis l'efficacité qu'on nous demande. On nous dit, ben voilà, écoutez, le territoire zéro chômeur, c'est bien sympathique, mais quel est le chiffre d'affaires que vous développez? Donc, dans certaines EBE, c'est 5 000 euros par ETP, dans d'autres, c'est 7 000, bon, par exemple. Mais on nous dit, ben, est-ce que vous allez un jour arriver à l'équilibre? C'est-à-dire, est-ce que vous allez un jour faire en sorte que ces entreprises puissent vivre sans activer le coût du chômage qui finance une part de l'emploi, hein? Donc, on nous renvoie souvent à ces éléments-là. Mais j'ai envie de dire que même si à la fin des fins, il reste une somme à activer dans l'entreprise pour faire en sorte que des personnes qui étaient au chômage depuis 7 ou 8 ans puissent continuer à avoir un emploi utile, eh bien, je pense que ça en vaut la peine. D'ailleurs, là où nous ne sommes pas bons en France, c'est que dans toutes les évaluations qui ont été faites, on a pu estimer le coût du chômage longue durée à 18 000 pour les plus hauts, et puis pour les plus bas, alors l'IGAS-IGF, là, on est plus proche des moins de 10 000 euros. D'accord ? À l'Université libre de Bruxelles, avec le DULBEA, qui est quand même un laboratoire reconnu au niveau international, une étude a été présentée à la rentrée qui estime le coût du chômage longue durée à 40 000 euros par an et par personne. Parce que cette étude prend en compte les coûts directs et les coûts indirects, d'accord ? Les externalités. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que ça renvoie à d'autres thèses économiques. Mais imaginons, voilà, qu'on parle d'externalité. Donc, il y a des coûts directs et des coûts indirects. 40 000 euros. Aujourd'hui, le coût d'une personne au SMIC, le coût d'un salaire au SMIC, c'est à peu près 20 000 euros. D'accord ? Donc, de toute façon, si certains veulent faire la comparaison entre le coût d'un emploi et le coût du chômage, il n'y a pas de débat. Je veux dire, à la fin, c'est toujours mieux pour la personne et pour les territoires. Donc, nous allons nous battre aussi, pas seulement pour étendre l'expérimentation, mais on va se battre aussi sur le plan politique au sens de la vie de la cité, sur la question des évaluations. Si, dans la première étape, nous avons plutôt été, on va dire, à l'écoute et finalement, nous avons attendu que les institutions fassent leurs propres études, bien sûr, elles le feront. Mais nous, de notre côté, nous entendons aussi avoir un vrai débat de fond sur les évaluations et sur les indicateurs d'évaluation. Donc, l'association Territoire Zéro Chômage Longue Durée prendra des initiatives en 2021 avec ses membres fondateurs pour faire en sorte que nous puissions apporter des éléments d'évaluation qualitative sur qu'est-ce que ça apporte aux personnes et qu'est-ce que ça apporte au territoire. Et nous, dans ce cas-là, bien sûr, nous pourrons nouer des alliances avec des acteurs internationaux avec qui nous sommes bien sûr en lien, mais on ne laissera pas ce débat en dehors de la démocratie. La question des évaluations aussi, je le dis, par rapport à l'enjeu de l'emploi pour les jeunes comme pour toutes les personnes, est un enjeu très important qu'on laisse trop souvent aux experts, ou à des experts qui eux-mêmes, comme disait Keynes d'ailleurs, à partir d'un certain âge, ils ont quand même des idées préconçues. Je vous renvoie au chapitre sur la philosophie sociale. Eh bien, nous, en fait, nous ne laisserons pas ce sujet aux experts. La société civile peut aussi participer, confronter, opposer des points de vue. Parce que si on prend en compte que des coûts de dispositifs et qu'on ne prend pas en compte ce que ça apporte à la société et aux personnes, on se trompe. Voilà. Il faut élargir le champ des possibles. Et ça fait partie aussi du débat, du sujet. Voilà. Il n'y a pas que la question des impacts à court terme.
Merci Laurent, là on est juste, voilà, on est dans les temps, c'est bon, merci beaucoup. On voit bien donc d'un côté la possibilité, enfin toute la force aussi de rencontre des initiatives individuelles ou des initiatives des territoires, nous a bien décrit donc Océane ou Laurent. Après derrière, on se retrouve derrière avec les contradictions immédiates aussi de notre système, si je puis dire, dans une économie de marché capitaliste, donc qui n'arrive pas à mettre en lien justement les besoins de la société d'un côté avec les créations d'emplois. Et il y a plusieurs questions donc justement qui sont là-dessus, notamment le fameux CARE aussi, où il y a des besoins qui sont énormes. Comment est-ce qu'on va les satisfaire? Le marché n'est pas capable de les satisfaire pour l'instant. Donc il faut trouver donc autre chose. D'un côté, Laurent met bien en exergue aussi, il y a 20 000 euros donc du coup d'un SMIC actuel avec tout naturellement on a ratiboisé donc les charges sociales en ce qui concerne, mais il faut bien quelqu'un aussi pour les payer, effectivement. Donc elles sont externalisées donc, de l'entreprise aussi. Donc il y a cette contradiction-là. Aurore, tu peux nous reprendre un peu cette question au bon, avec une vision donc aussi plus large. Comment est-ce qu'on voit cette question au niveau de l'Europe, au niveau donc également encore une fois du débat aussi outre-Atlantique, enfin ou transatlantique si je puis dire, puisque là on a une vraie réconciliation si je puis dire de la gauche européenne avec la gauche américaine sur ces questions-là, et la question du Green Deal aussi donc de façon plus large. Oui, merci, merci à tous. Je voulais rendre hommage à Philippe et en fait, je ne vais pas y arriver. Donc, j'ai passé cet hommage, mais il sait là où il est et c'est proche que je pense énormément à lui dans cette table ronde en particulier parce qu'il voulait absolument que j'y participe et il m'avait fait une blague lors de notre dernier dîner où on organisait justement ces JEA. Je lui avais dit, je te préviens, si tu as intérêt à être là, sinon je ne viens pas. Et il m'avait dit, me connaissant parfaitement, tu parles, si je suis plus là, tu culpabiliseras tellement que tu n'auras jamais été autant là. Et voilà, on avait réussi à rire de ça. Je pense énormément à lui et à Christine et à ses enfants. Alors, il y a énormément de choses à dire là, parce qu'après ce que Océane et Laurent ont dit, je ne sais plus si je vais structurer mon propos comme j'avais prévu. Petit rappel au niveau européen, effectivement, il y a des plans de relance qui sont créés. Il y a le Green Deal aussi qui a été lancé, qui compte environ 1000 milliards sur 10 ans. Il y a aussi le fonds de transition juste qui est fait pour financer les transitions, notamment des régions minières, disons, vers la transition écologique. Il y a aussi le mécanisme SURE qui vise à financer le chômage via de l'emprunt. Bon, ça c'est pour... Vous voyez, on reste sur des trucs très macroéconomiques finalement. C'est l'intervention de Laurent qui me fait penser à ça. On reste quand même sur des chiffres et des grandeurs très macroéconomiques qui ne prennent pas vraiment en compte, à mon avis, la réalité du problème d'un point de vue très local et très pragmatique, mais aussi d'un point de vue idéologique, disons. À mon sens, ces plans sont les bienvenus en ce moment. Parce qu'on a besoin d'argent frais partout. Néanmoins, est-ce qu'ils sont à la hauteur des enjeux? Non. La réponse est non, et on le sait malheureusement. Le plan de relance ne sera pas suffisant pour pouvoir relancer l'économie. Ça, c'est un premier point. Le Green Deal n'était pas vraiment suffisant non plus pour créer, à vrai dire, des emplois massivement. On tablait sur 315 000 emplois d'ici 2030. Autant vous dire qu'à l'échelle du continent, c'est pas dingue non plus, puis il n'y a pas assez d'ailleurs d'études et d'impact et d'évaluation d'ailleurs des plans européens, ni même quantitatifs, au-delà d'aller sur la question du qualitatif. Par ailleurs, quand on pense au fonds de transition, juste pour vous donner un ordre de grandeur, dans le plan de relance, il est passé de 40 à 17,5 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Allemagne, le fonds de transition pour sortir du charbon d'ici 2038, si ma mémoire est bonne, c'est 40 milliards. Voilà. Sur un élément spécifique allemand qui est la sortie du charbon, juste ça, on est sur 40 milliards au niveau allemand. Voilà. Voilà. Donc en termes d'ordre de grandeur, si vous voulez, au niveau européen,
c'est pas inutile ce qui est fait, c'est pas vrai, mais on n'y est pas encore, et on bute de toute façon toujours sur la même question, qui est que l'Europe, du fait des égoïsmes nationaux d'ailleurs, hein, du fait des États qui bloquent la question de la fiscalité, on manque de moyens. Voilà, on manque tout simplement de moyens, et ça se fait ressentir cruellement. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une crise, le seul acteur qui est là et qui peut faire quelque chose, finalement, c'est la Banque centrale européenne. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup d'ailleurs à tabler sur la Banque centrale européenne pour qu'elle puisse aider, laisser un maximum de marge de manœuvre aux États pour qu'ils puissent avoir des politiques sociales et des politiques de l'emploi. À mon sens, si on veut réussir à aborder cette question du chômage, il y a plusieurs choses à faire. Un, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette logique de la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est pas mal en soi, mais si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et là, en l'occurrence, en termes d'emploi, on n'y est pas. Et les politiques qui ont été menées ces dernières années, et je pense quand même au CICE, je suis désolée, quand on voit les études d'évaluation, ça coûte extrêmement cher, et les résultats en termes d'emploi ne sont pas là. Et on est même sur des centaines de milliers d'euros par emploi. Donc c'est pas possible, et c'est pas possible non plus dans un moment, c'est pas possible dans un moment où on culpabilise un peu tout le monde avec la dette publique depuis des années. C'est pas possible quand tout un discours est tenu sur le fait qu'il faut gérer l'État en bon père de famille, et c'est encore moins possible dans un moment de crise où il faut être sûr que chaque euro dépensé aille là où on veut aller, quoi, si vous voulez. On ne peut pas compter sur l'espèce de ruissellement, il faut pouvoir cibler, il faut être sûr que l'euro dépensé aille bien servir l'objectif donné. Et comme dirait Galbraith, si on veut créer des emplois, on en crée. Basta. Il y a un moment où il faut être en capacité de le faire. Et dans les moments de crise, c'est d'autant plus important. Donc je pense qu'il faut réussir à sortir à un moment de l'idéologie de la politique de l'offre, qu'il faut beaucoup plus contrôler d'ailleurs les politiques qui ont été menées dans ce point de vue, parce qu'il y a aussi eu beaucoup d'effets d'aubaine. On ne sait pas bien comment certains portefeuilles ont été gérés à ce niveau-là, etc. Donc sortir de cette idéologie-là pour, comme l'a dit d'ailleurs Laurent, dans un moment de crise, oser. Et oser, ça ne veut pas forcément dire mener d'ailleurs des politiques nouvelles, ça peut être aussi renouer avec des politiques plus anciennes, mais qui ont fait leurs preuves. Peu importe, l'idée est d'être en capacité de protéger un maximum les Européens en l'occurrence, et les Français aussi. Et quand on a une explosion du taux de chômage comme on est en train d'avoir, quand on sait que dans ce pays, ce qui protège le plus de la pauvreté, c'est un CDI à temps plein, bien rémunéré, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est CDI, temps plein, au-dessus d'un certain seuil. C'est ce qui permet de sortir tout le monde de la pauvreté. Quand on sait qu'on a un accroissement extrêmement important de la pauvreté, qu'une personne sur deux qui aujourd'hui va demander de l'aide alimentaire ne l'avait jamais fait auparavant, on n'a pas le choix, on doit vraiment changer notre logiciel. Et ça passe, à mon avis, par plusieurs choses. D'un point de vue macroéconomique, et là c'est vrai quasiment pour tous les pays d'Europe, on sait très bien qu'on est dans une période de sous-investissement public massif. Ça fait des années que ça dure. J'ai été rapportrice sur la question du semestre européen qui est la coordination des politiques économiques au niveau européen et qui crée beaucoup de clivages gauche-droite pour une fois au Parlement, là où d'habitude il y a des compromis. Eh bien, ça fait des années que dans ce rapport, chaque année, on dit il y a un problème d'investissement et notamment d'investissement public. L'investissement public, ce sont des gisements d'emploi. Ce sont des gisements d'emploi et c'est pas à opposer au privé. Dans une économie, le public et le privé vont main dans la main. C'est illusoire de penser que le privé peut se développer sans la force du public. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le privé ne fonctionne pas sans des infrastructures qui marchent correctement. Le privé ne fonctionne pas sans des règles de droit qui sont respectées. Le privé ne fonctionne pas sans une main-d'œuvre bien qualifiée, sans une recherche publique, etc. Ça n'existe pas. Donc à un moment, il faut quand même retrouver aussi un petit peu ça et mener des politiques d'investissement assez massives dans la santé, dans l'éducation et évidemment dans la transition écologique parce qu'on a des gisements d'emplois très importants dans ce domaine. Alors on en a dans le Caire, c'est tout à fait juste, on en a aussi dans l'agriculture biologique, on en a également dans la rénovation thermique des bâtiments, dans les renouvelables. Il y a énormément de gisements d'emplois et qui sont des emplois, et là par contre ça demande une réflexion sur la rémunération, beaucoup plus qualitatif
que quantitatif. Disons qu'ils n'ont pas leur productivité. C'est pas forcément la quantité de produits qui va sortir de la chaîne de production. Ça va être beaucoup plus quelque chose de qualitatif, ce qui pose la question de comment on rémunère la qualité. Voilà, par exemple dans les soins. Comment on fait pour rémunérer la qualité, ce qui n'est pas forcément le modèle de base du capitalisme que nous avons aujourd'hui, qui finalement ne privilégie pas ce genre de rémunération. Donc ça, c'est un premier point, et c'est ce qu'on appelle effectivement le Green Deal, qui est un plan massif, notamment d'investissement. L'autre aspect qui me semble être important, c'est quand même la réduction du temps de travail. Voilà, et je sais que ça fait débat, mais moi j'y tiens. Et Jean-Paul parlait tout à l'heure du lien entre les Américains et la France, et Laurent a parlé de Palvina Tcherneva, etc. Et c'est vrai qu'on est un groupe d'économistes européens, français et américains, nous côtoyons depuis pas mal d'années, et on a des idées très très proches, et la question de la réduction du temps de travail, par exemple, revient très fort côté américain notamment, et ils se demandent vraiment pourquoi nous, Français, on a lâché cette idée, parce qu'en gros, eux nous disent que d'après leurs études, un des meilleurs moyens à la fois de partager l'emploi, mais de mener à bien la transition écologique, c'est de faire de la réduction du temps de travail. C'est notamment les analyses de Mark Weisbrot du CEPR de Washington et de d'autres chercheurs suédois qui sont pas, j'insiste toujours sur ce point, c'est vraiment des très très bons macroéconomistes, pas très utopiques à vrai dire à la base, et eux nous disent toujours qu'à chaque fois qu'on réduit le temps de travail jusqu'à un certain seuil, hein, évidemment, on réduit d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont même été jusqu'à modéliser ces dernières années différents types de réduction du temps de travail pour voir laquelle serait la plus efficace. Est-ce qu'il faut donner une année sabbatique, par exemple, qui me semble plutôt la proposition, je crois, que la CFDT ces dernières années. Est-ce qu'il faut aller sur une semaine de 4 jours? Est-ce qu'il faut faire un peu finalement comme en France, où chacun prend un peu des RTT quand il peut, ce qui fait parfois des week-ends par-ci par-là ou des vacances par-ci par-là, ou est-ce qu'il faut réduire chaque jour un petit peu le temps de travail? Ils ont fait pas mal d'études assez intéressantes en regardant, en comparant notamment qu'est-ce que ça donne si tout le monde est dans une entreprise et bénéficie de la lumière d'un bureau et la partage, si tout le monde est chez soi, comme en ce moment un petit peu devant son ordinateur. Donc ils ont fait beaucoup d'études comme ça, c'est très intéressant, et ils sont arrivés sur la semaine de 4 jours en fait, car pour eux ça permet de restructurer, de remodéliser totalement l'organisation d'une société, tout en créant des emplois. Donc voilà, moi je reste assez persuadée que cette mesure peut être une mesure vraiment intéressante, parce que pour sortir du surtravail et de la surconsommation et apprendre à refaire par soi-même, il va nous falloir de toute façon plus de temps, et je ne parle pas des avantages en termes d'égalité femmes-hommes. Ensuite, je viendrai sur la garantie de l'emploi dont a parlé, des territoires zéro chômeur dont a parlé Laurent. Et moi, je parlerai, mais c'est à peu près la même idée de garantie de l'emploi, ce qui est aussi un des points communs entre le Green New Deal que moi je peux défendre au niveau du Parlement européen, qui n'est pas du tout celui de la Commission à vrai dire, et le Green New Deal que peuvent défendre certains collègues démocrates et économistes, dont Palvina, effectivement Tcherneva. L'idée de la garantie de l'emploi, en fait, elle est inspirée politiquement par Roosevelt et économiquement par un économiste qui s'appelait Minsky. Minsky était un économiste assez compliqué, à vrai dire, mais brillant. Et en gros, lui, ce qu'il disait, c'était... il trouvait ça beaucoup plus généreux d'un point de vue social. Bon, il y a plein de réflexions macroéconomiques que je vous épargne, autour de l'inflation, machin truc. Mais il trouvait ça beaucoup plus généreux socialement. L'idée de dire que tout le monde peut avoir un emploi parce que tout le monde a des compétences. Et que ce n'est pas parce que le marché ne reconnaît pas certaines compétences, que l'État ne reconnaît pas certaines compétences, que vous n'en avez pas. Et je trouve cette idée plutôt intéressante. Voilà, d'un point de vue social, je trouve que cette idée de dire, en fait, tout le monde a des compétences qu'on arrête, c'est pas parce que les uns et les autres ne les reconnaissent pas que vous n'en avez pas, que vous ne pouvez pas contribuer. Ben, je trouve que c'est une perspective, ma foi, très intéressante. Donc ça, c'est le premier point, ça vient de Minsky. Le deuxième point, c'est que c'est aussi les CCC
dont parlait, qu'avait mis en place Roosevelt. Roosevelt, dans son New Deal, pas dans son Green New Deal, mais dans son New Deal, donc dans son idée de jeter les bases d'un projet de société face à une crise qu'on aurait probablement, nous, à l'heure actuelle, géré de manière gestionnaire, justement, sans grandes ambitions. Et l'un des éléments programmatiques qui a le plus marché quand il était au pouvoir, c'était ces fameux CCC, ces corps civils, civiques, je ne sais plus comment dire en français, étaient dédiés en fait aux jeunes hommes pour éviter qu'ils tombent dans la délinquance, et à certains d'ailleurs qui étaient déjà tombés dans la délinquance. Et l'idée était de se dire que n'importe quel jeune homme de moins de 30 ans avait le droit à un emploi. C'est un projet qui a été d'ailleurs plébiscité aussi bien par les républicains que les démocrates. Il y a une alliance sur ce point. Et tout son idée était de dire comme ça permet de les former, comme ça permet de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans la délinquance, qui était un peu son obsession quand même. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, à cette époque, il n'y avait pas d'État du tout providence et quasiment, enfin même l'État fédéral n'était pas fini d'être construit. Et par ailleurs, ça permettait de contribuer au patrimoine américain. Et c'est comme ça qu'est née la Tennessee Valley, c'est comme ça que sont nés les parcs naturels aux États-Unis. Bref, beaucoup d'éléments de richesse du patrimoine américain, auxquels les Américains ont d'ailleurs souvent accès gratuitement aujourd'hui, ont été constitués par ces jeunes. Alors, ils étaient encadrés par des militaires dans un premier temps, parce qu'il n'avait pas de main-d'œuvre pour les encadrer, donc c'était pas non plus super fun, hein. Alors c'était pas des camps, c'était sur la base du volontariat, hein. C'était pas du tout sur une base obligatoire ou quoi que ce soit, mais ça restait un peu old school, quoi. Voilà, soyons assez clairs sur ce point-là. Néanmoins, ces deux expériences sont quand même assez intéressantes, parce qu'on voit que dans les moments de crise aussi, des fois, l'État ne peut pas totalement embaucher, le marché est relativement absent et on peut avoir un stock de garantie de l'emploi permettant d'évoluer en fonction des conjonctures économiques. Ça, c'est un point qui peut être intéressant. Par ailleurs, dans les moments de crise comme celui que nous sommes en train de vivre actuellement, il y a quand même un vrai sujet qui est celle de la dégradation du patrimoine en règle générale. C'est-à-dire que là, nous sommes en train cette crise n'est pas qu'économique, elle a des conséquences institutionnelles, démocratiques, elle a des conséquences sur la structuration même de nos économies, elle a des conséquences psychologiques, je pense, importantes, sociales, elle a des conséquences sur nos enfants et sur la jeunesse en général que nous n'avons pas encore été en capacité de quantifier. Il y a des conséquences aussi, à mon avis, en termes écologiques, parce qu'il y a plein de choses en fait qu'on n'aura pas le temps, pas l'argent surtout de faire. Et là aussi, je pense que la garantie de l'emploi pourrait être particulièrement utile. Dans le cadre du Green Deal que j'avais proposé au niveau du Parlement, il y avait une garantie de l'emploi pour les jeunes dans la biodiversité, parce que la biodiversité n'est prise en charge réellement ni par le marché ni par l'État. Mais là, compte tenu de l'ampleur de la crise, je pense qu'on aurait vraiment besoin d'une garantie de l'emploi à un niveau, au niveau européen, ce serait vraiment l'idéal, parce que je pense que si l'Europe faisait ça, elle en aurait les moyens financiers si elle le voulait. Deux, ça créerait une relation directe entre l'Europe et les Européens qui ferait, je pense, beaucoup de bien. Voilà, parce qu'on verrait directement l'utilité de l'Europe. Et ça permettrait de ne pas détruire un certain patrimoine. Donc voilà, une proposition, à mon avis, je pense que je suis trop longue, Jean-Paul, j'arrête tout de suite. Ouais, c'est ça, j'arrête. Voilà les trois propositions: investissement, fonctionnaire, réduction du temps de travail et garantie de l'emploi. 4, en fait. Bien, merci Aurore. Oui, tu as été juste un petit peu longue, mais c'est pour avoir le temps. Non, on reste dans les cadres. Et puis, en plus, ce sont des questions essentielles. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Là, je vais repasser la parole à Océane parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment sur on a abordé les questions là sur le temps de travail, etc. Donc, Aurore nous a dit dans son avis, il y a l'adéquation entre les besoins, donc qui sont très importants, et puis naturellement les emplois qu'on est en capacité ou pas de créer.
Océane, au niveau d'une région, est-ce que, en matière donc justement d'investissement, puisque Aurore parlait de l'investissement public, quelles sont les capacités qu'on peut avoir justement? Donc, on sait qu'il y a tout un tas d'emplois qui ne sont pas viabilisés, si je puis dire, actuellement dans la transition écologique, dans le CARE. Je les vois moi dans l'économie circulaire aussi, où il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'une région est en capacité de faire à ce niveau-là? Je remets le micro. Alors sur l'investissement, la région a des leviers effectivement conséquents, j'ai presque envie de dire inédits, hein, là notamment dans le cadre du plan de relance. Il y a un plan de relance sur l'investissement au niveau régional qui a été voté il y a 15 jours, 10-15 jours, un plan de relance de 540 millions d'euros sur le volet investissement. Et avec des investissements, avec notamment une partie, et là on a vraiment fait un travail très conséquent aussi pour arrimer à ce plan de relance un volet emploi, compétences et sécurisation des parcours aussi, alors qui s'adresse principalement aux jeunes, mais avec des parcours de formation supplémentaires, et puis avec aussi tout un aspect sur les métiers, notamment du sanitaire et social, pour là aussi repenser la manière de former, adapter aussi les compétences, là en l'espèce à la période aussi. Donc il y a vraiment un axe très très fort de développer sur les métiers du CARE, sur également tous les métiers, et on travaille beaucoup avec le BTP pour former aussi en fonction comment dire, des nouvelles, de la transition énergétique, environnementale, etc., qui impactent les nouvelles constructions. Donc là, il y a aussi également vraiment un axe très, très fort qui forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on forme davantage sur des blocs de compétences. Là aussi, on a mis en place tout cet aspect-là pour répondre davantage et avoir beaucoup plus de réactivité, de souplesse aussi, et des parcours beaucoup moins longs et rigides qui nécessitent du temps et puis pas forcément de la motivation, et plutôt qui démobilisent. On s'est aperçu de ça. Donc là, on a vraiment cette forme de réactivité aussi, et on encourage ça, et on a renforcé aussi tous ces parcours-là en fonction des besoins en compétences des secteurs économiques et d'activités dans les territoires. C'est vraiment un axe très, très important et qui s'oriente principalement pour les jeunes. Merci Océane. Laurent, il y a une question sur le plan Un jeune, une solution, donc, qui a été mis en place là, cet été là, par le gouvernement. J'ai participé d'une façon ou d'une autre par l'intérieur du Conseil de l'emploi et puis les relations avec Thibaut Guilly. Est-ce que vous avez une opinion justement sur ça, vous qui êtes un spécialiste des politiques de l'emploi, sur comment cette aide qui est apportée à cette génération justement qui ne doit pas être une génération sacrifiée et pour laquelle on doit trouver une solution pour tous? Alors, je suis désolé, je n'ai pas entendu toute la question, parce qu'il y a un petit problème de son, mais ce n'est pas grave. J'ai entendu la fin, et donc j'ai cru comprendre que c'est bien sûr sur la question des jeunes. Oui, sur la question des jeunes et du fameux plan, donc Un jeune, une solution. Il y a une question là-dessus qui nous paraît, est-ce que ce plan nous paraît adapter la situation? Écoutez, de toute façon, tout ce qui peut contribuer à apporter des solutions aux jeunes doit être souligné, c'est-à-dire que l'apprentissage est une solution, parce qu'elle permet aussi de pouvoir s'intégrer dans une entreprise. Les possibilités qui sont offertes par le plan Une chance et une solution que j'ai regardé sont intéressantes, mais ne seront pas suffisantes. Voilà. C'est déjà au moins un plan qui apporte des solutions. Mais si on veut avoir une solution plus massive, dans l'urgence, il va falloir s'adresser aussi, je l'ai dit, à la question de l'assistance. C'est-à-dire, en gros, on peut apporter dans le maximum des situations possibles des emplois et de l'apprentissage à des jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'auront pas de solution à court terme et pour lesquels il va falloir apporter des aides financières sans les stigmatiser au nom d'une oisiveté qui serait forcément celle des jeunes qui bénéficieraient d'aides financières. Enfin, il faut arrêter avec ça. Je trouve ça complètement stupide que ce soit porté en plus dans la bouche de responsables politiques. Voilà, il va falloir
une urgence sociale décrétée à travers des aides apportées aux jeunes. Et j'ai vu qu'il y avait des aides qui avaient été apportées pour des étudiants, par exemple. Eh bien, très bien, mais ça ne suffira pas. Voilà, je le dis. Il faut vraiment aller au-delà. Et après, si on veut des solutions massives par rapport à la question de la jeunesse, et là je salue la proposition qui a été faite par Aurore, il existe des plans qui sont développés en Inde, qui sont développés dans d'autres pays dans le monde en direction de la jeunesse et sur des activités liées à la transition écologique. Eh bien, il serait effectivement très important que l'Europe soit porteuse de cet espoir, voilà, de cette réalité, et ce serait vraiment même génial que l'Europe soit porteuse de cela. On en a besoin. Après, il faudra desserrer les taux monétaires. Ça peut paraître théorique, mais ce n'est pas avec la politique de la Banque centrale européenne actuelle qu'on va forcément arriver à avoir des solutions massives. Mais si au moins l'Europe s'en empare et porte de solutions. J'avais rencontré M. Nicolas Schmitt, le commissaire européen à l'inclusion, qui nous a dit qu'il était intéressé pour, par exemple, soutenir l'essaimage de territoires zéro chômeur de longue durée dans d'autres pays. Donc il y a une écoute chez certains acteurs européens. Il faut arrêter aussi qu'en France, on ne voit l'Europe que comme un problème. Saisissons-nous de l'Europe et de nos députés européens et de nos députées européennes pour justement les soutenir dans ce type de propositions, comme le fait Aurore, c'est très important. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut aujourd'hui agir. Et voilà, pour la jeunesse, on a été capable de construire des programmes comme Erasmus. J'imagine qu'on doit être capable de construire des programmes d'emploi massifs pour les jeunes dans le cadre de la transition écologique. Bon, on voit beaucoup là justement entre ce que dit Océane, ce que dit Aurore et ce que vous dites également, hein, les passerelles qu'il y a entre un plan massif, donc aussi européen, là, c'est à cette échelle-là qu'on pourrait le faire, naturellement. On connaît aussi les restrictions aussi des uns donc comme des autres, enfin de deux autres, de deux pays là aussi là-dessus, hein, mais il y a une urgence naturellement à ce niveau-là, et ce que vous dites, hein, c'est-à-dire ce qu'on met en place donc peut produire des effets, mais là ici il y a des situations qui sont intenables. Hein. Et dernièrement, par la Télécarmonde, on a retrouvé 4 jeunes qui étaient sous licence Uber, j'allais dire comme ça, et qui n'avaient pas d'autre solution que de dormir dans leur voiture à 4. Les situations-là sont intenables dans une société telle que la nôtre, hein, donc il y a d'autres choses effectivement à faire. Donc il y a une question sur justement sur le territoire zéro chômeur. Oui. Sur ce point, si je peux me permettre, j'ai vu beaucoup de progressistes défendre Uber, hein, parce que je vous rappelle, j'ai été médiateur sur ce sujet, et j'ai toujours été interpellé par cette imposture qui consiste pour certains progressistes à dire aux jeunes allez sur ce type d'emploi, au moins vous aurez un travail, alors que ce sont des travails qui conduisent à la paupérisation de la jeunesse. C'est du travail qui conduit à la paupérisation de la jeunesse. Les jeunes n'arrivent pas à en vivre dignement. Voilà, il faut le dire aussi. Hein. Oui. Et je le vois bien dans l'économie circulaire, donc actuellement, hein, où on voit apparaître, ça devient un nouveau marché. Hein. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que ce ne soit pas un nouveau marché, mais ce soit une nouvelle économie, hein, donc créatrice d'emplois. Et je vois que ceux qui tiennent l'accord très souvent, donc, qui ont leurs entrées dans les ministères, hein, ce sont les jeunes start-upers, donc plein de talents de communication, hein, mais qui trouvent des solutions comme ça pour réduire aussi les coûts, naturellement, par Uber. J'en ai connais même un qui reconditionne des téléphones portables, qui les achète aux États-Unis, ils ont 6 mois, ou au Japon, hein, et qui font refaire le travail de reconditionnement donc en Roumanie, et qui là veulent piocher dans le fonds de réemploi aussi pour se financer donc également. Donc on est en pleine contradiction également là aussi, y compris sur le domaine idéologique. Hein. Donc, je crois que l'ESS a toute sa place là également pour venir apporter donc également des solutions, mais on voit bien donc si on arrive à conjuguer l'initiative locale donc dans nos territoires, ce mouvement donc national européen donc aussi au global, je crois qu'on arrivera certainement à quelque chose. Je vous laisse conclure 1 minute chacun. Aurore, tu commences? Bah, je suis embêtée parce que comme j'ai déjà beaucoup parlé, alors que je ne pensais pas dépasser mon temps, car normalement je ne dépasse pas mon temps de parole. Non, je crois que ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il y a plein de convergences. Et d'ailleurs, je serais très contente de pouvoir parler avec Laurent tout bientôt, parce qu'on voit qu'il y a plein de... Le pire n'est pas certain, comme disait Philippe Frémaux. Voilà, le pire n'est pas certain. C'est-à-dire qu'on est dans une situation quand même très difficile. Mais il faut aussi se dire que les moments de crise peuvent être des moments de bascule pour la puissance publique.
si la puissance publique en a envie, évidemment, et si elle est décidée à changer de logiciel. Mais on voit quand même qu'il y a des initiatives qui émergent. Sur la question de la garantie de l'emploi, ça se développe aussi en Autriche, par exemple. Enfin, il y a plein de pays comme ça où ça se développe. Et je crois qu'il ne faut pas être timide sur nous aussi, ce qu'on a apporté, car je nous vois des fois en tant que Français, pour le dire clairement, au niveau européen, penser que parce qu'on défend certaines choses, qu'on est pour l'investissement public, l'embauche de fonctionnaires, etc., que c'est vraiment un truc de Français et que ça ne sera pas audible ailleurs. Je ne pense pas, en fait. Je pense qu'on est face à une crise tellement importante et des besoins sociaux et écolos tellement importants qu'il faut proposer des choses de manière totalement décomplexée, et que l'emploi et la pauvreté, de toute façon, ne nous permettent pas d'être timides. Merci, Aurore. Océane, un petit mot de conclusion sur ce que vous a inspiré ce débat, hein. Trop court, bien sûr. Ah, vous n'avez pas mis, je crois qu'il y a un problème de liaison, vous n'avez pas votre micro ouvert. On va passer à Laurent, alors. J'ai un problème, je suis désolée. Là, je vous entends. Voilà, je pense qu'Océane va réussir à se connecter. Donc, juste... Je suis désolée, il y a un problème de connexion. Bon, vous m'entendez là? Oui, c'est bon, allez-y. On l'entend? Oui, c'est bon. Océane, allez-y. Moi, je ne vous entends pas. Hein. Ça a pas l'air de marcher. Bon, alors, je conclus. Dire que Vous voulez que j'y aille, Jean-Paul? Je constate bien les convergences et les énergies en tout cas, en fait. Et, c'est un problème de connexion. C'est moi qui ai un problème de connexion maintenant. Certain. Et je pense que le monde d'après et toutes ces initiatives, et je pense que ces journées de l'économie autrement qui mettent en exergue et révèlent tous les potentiels et les énergies et les innovations que nous espérons pour le monde d'après, eh bien, existent déjà dans le monde actuel. Et à nous de continuer à oser et à pas lâcher sur ces valeurs qui, je pense, répondent à la crise de sens, répondent aux problèmes, à la crise environnementale et sociale et économique que nous traversons. Donc oui, il est trop tard pour être pessimiste, ça c'est certain. Merci beaucoup, Océane. Laurent, est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà. Je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Désolé. Oui, donc moi, écoutez, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport, il y a beaucoup de convergence dans ce qui a été dit, hein, donc c'est une très bonne chose. Ça montre bien qu'à tous les niveaux, que ce soit local, national, régional, européen, il y a des convergences pour apporter une solution à toutes les personnes. Et le droit au travail, c'est pas une chimère, c'est pas une utopie irréaliste, c'est bien une utopie réaliste, voilà. Et je crois que ça vaut la peine de se battre. Et comme tous les combats, on ne gagne que les combats que l'on mène. Donc, on vous invite à rejoindre le combat. Eh bien, je crois que c'est une excellente conclusion pour tous. Hein. Je vous remercie en tout cas. Donc, on va se battre, hein, chacun à notre niveau, naturellement, et tout combat donc, est, dans ce domaine-là donc, est intéressant, est important, et il faut poursuivre justement. Ça m'a fait plaisir de retrouver aussi des vieux débats de la fin des années, de la fin du XXe siècle aussi, mais qui, on s'aperçoit, sont toujours d'actualité. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Je remercie toujours le public. C'est peut-être un peu frustrant là aussi de ne pas avoir d'intervention en direct, mais on a essayé de tenir compte au maximum là, de vos questions hein, pour pouvoir y répondre et trouver donc aussi des pistes à tracer donc pour l'avenir. On voit quelles sont ces pistes hein, et le double effet justement entre le local, l'européen, le national, le régional. Donc il faut effectivement arriver à tirer dans le même sens, mais on ne manque pas d'énergie. Donc on va le faire. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis à très vite donc sur les journées d'économie autrement qui continuent maintenant. À très bientôt. Au revoir.